Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue. Nous inaugurons ce matin le premier talk en ligne d'Hostis Connect avec nos invités hôteliers, investisseurs et conseils ici présents. Ce talk durera 45 minutes et sera suivi d'une séance de questions-réponses. Je vous invite, vous les auditeurs, à les écrire sur le petit picto qui s'appelle Q&R, une question-réponse qui apparaît sur votre écran Zoom. En cas de souci, vous pouvez envoyer les questions par mail à info@hostis.fr, qui est le mail qui figure sur votre invitation. Je voudrais simplement, en quelques mots, présenter Hostis Connect à tous ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et je vous remercie de nous avoir rejoints et d'être si nombreux. Hostis Connect, c'est une rencontre d'affaires annuelle qui met en relation des acteurs de l'hôtellerie et du résidentiel haut de gamme. Nous réunissons 150 entreprises qui sont représentées à part égale par des preneurs d'ordre d'un côté, donc fabricants, éditeurs de marques, manufactures, artisans très finement sélectionnés, et des donneurs d'ordre de l'autre, qui est un terme très général dans lequel on regroupe des groupes hôteliers, des chaînes, des hôteliers indépendants, des boutiques hôtels, des sociétés immobilières, des family office, des sociétés d'achat ou de procurement, des promoteurs et des architectes d'intérieur et bien sûr des investisseurs. Cet événement se tient sur un peu plus de 48 heures dans un lieu qui est un hôtel qu'on réserve à cet effet où on est tous logés pour favoriser au maximum les échanges et le networking. Et ce sont des moments qui sont extrêmement ciblés, des moments très informels qui s'alternent de manière à permettre à tous les participants de développer des contacts et de réseauter. Tous les donneurs d'ordre qui viennent à nous et qui sont inscrits sont également sélectionnés sur la base d'un pouvoir de décision, du fait évidemment de travailler sur les marchés de l'hôtellerie, du résidentiel et puis par extension du yachting et des bureaux. Ils ont tous également au moins un projet de rénovation ou de construction, un projet bien identifié dont la livraison se situe obligatoirement loin de l'événement, à minimum 1 an. Ce qui fait que quand on se réunit tous ensemble, on est en face de personnes qui représentent un potentiel d'affaires identifié et intéressant, et c'est ce qui rend ce réseautage et ce networking de très bonne qualité. Il se tient en numerus clausus pour favoriser les échanges, donc nous sommes très peu nombreux, comme je disais 150 entreprises, ça représente 200 participants, de manière à offrir un cadre très convivial, très professionnel. Cet événement a été précurseur dans son format. Il a été lancé donc aujourd'hui il y a 7 ans. Il repose sur une expérience de mon associée Jenny Bachelot, ici présente, et moi-même de plus de 20 ans dans le monde des salons et de l'export. Et nous avons à notre actif 6 éditions réussies. C'est aujourd'hui le seul événement B2B, en tout cas, qui réunit sur ce format-là tous les maillons de la chaîne décisionnaire dans un projet hôtelier, depuis fabricant jusqu'à l'investisseur. Et il a prouvé être extrêmement résilient face à cette crise, à une situation qui a obligé de nombreux formats de salons à devoir annuler complètement leur participation. Pour terminer, simplement vous dire que la prochaine édition d'Hostis Connect, qui est reportée donc aujourd'hui à janvier prochain, qui devait avoir lieu en novembre, sera, je l'espère, pourra se tenir en janvier. Nous annoncerons les dates finales après le 15 décembre, deuxième allocution prévue par le président et le gouvernement. Voilà, et j'espère qu'on réussira à le tenir comme prévu et nous retrouver pour une petite édition réussie. Voilà, merci. Je passe la parole dès à présent à nos panélistes et donc chacun va se présenter et puis nous démarrerons cet échange. Donc je vous rappelle que les questions-réponses, on y répondra à la fin. Céline Ginesté, à toi la parole. Bon, déjà, merci beaucoup à toutes les deux, Yumna et Jenny, d'avoir organisé cette table ronde. Je pense qu'on est tous les quatre très contents d'y participer. Donc, moi, je suis Céline Ginesté, cofondatrice d'un cabinet de conseil qui s'appelle Belleville Hospitality Partners. Notre métier, en 2 mots, c'est d'aider nos clients, qui peuvent être des exploitants, des investisseurs ou des promoteurs, à valoriser leurs actifs en ayant le bon produit au bon endroit et grâce à des concepts qui sont innovants et qui génèrent la meilleure rentabilité possible. Merci. Emmanuel? Oui, bonjour à tous. Emmanuel Béraud-Sudreau, je suis directeur adjoint en charge de l'asset management chez Eternam.
Eternam, c'est la filiale immobilière du groupe Cyrus. C'est une société de gestion qui est agréée par l'AMF. On a vocation à accompagner des opérateurs et exploitants hôteliers dans leurs projets de développement hôtelier, dans des reprises d'hôtels existants. On intervient sur toute la France, sur toutes les gammes, et on a aujourd'hui une soixantaine de participations dans une quinzaine d'opérations hôtelières. Merci. Adrien Pujol. Bonjour à tous. Donc, je suis Adrien Pujol, directeur général du groupe Cité Hôtel. Le groupe Cité Hôtel, c'est une entreprise familiale qui gère 5 hôtels 4 et 5 étoiles, qui totalisent en tout 24 étoiles pour le coup, parce que c'est le sujet du jour. Nous opérons les hôtels à Carcassonne, Figeac, dans le Lot et Toulouse, donc tous situés en Occitanie, avec une stratégie vraiment basée sur cette région. Le groupe, c'est 170 collaborateurs aujourd'hui, avec un poids très important de la restauration. Nous opérons 2 restaurants étoilés, donc à Toulouse et Carcassonne. Et le groupe Cité Hôtel, en fait, l'articulation, c'est trois chantiers. L'intendance du patrimoine, la valorisation des métiers et faire de nos hôtels des lieux de vie. Et merci. Merci. Adrien Gloaken. Bonjour à tous, je suis donc Adrien Gloagen, je m'occupe du groupe Touriste. On est un groupe plutôt spécialisé dans les boutiques hôtels sur Paris, et on en a 4 sur Paris et 1 sur Londres. Voilà. Parfait. Je vais commencer par toi, Adrien Gloaken, par la question. Tu exploites actuellement 4 boutiques hôtels à Paris classées 3 ou 4 étoiles. Dans un marché aussi dynamique que l'est la ville de Paris, évidemment en mettant entre parenthèses cette année 2020, quels sont les atouts du classement ? Déjà, je pense que c'est nécessaire, les atouts. Le classement, on est obligé de passer par là. Et en fait, pourquoi c'est nécessaire? Parce que ça donne une grille de lecture à plein de gens et à tous les organismes qui sont autour de nous et avec qui on travaille, que ce soit à l'international ou en France directement. C'est-à-dire que les OTA vont mieux s'y retrouver, les corpos vont mieux s'y retrouver, et tous les acteurs d'agences de voyage et dans le voyage vont avoir une meilleure grille de lecture par rapport aux étoiles qu'ils vont pouvoir vendre et annoncer à leurs clients. Très bien. Donc, c'est-à-dire que ça reste un atout pour les hôtels par rapport au corpo, donc je veux dire à la communication et comment on veut mettre en avant son hôtel. Après, c'est pas pour ça, c'est parce qu'on a les étoiles qu'on est obligé de communiquer sur les étoiles. Par exemple, nous, dans notre groupe, tous les hôtels sont classés, bien entendu, que ce soit 3 ou 4 étoiles, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on pousse vraiment, parce qu'on va insister sur d'autres choses. On va insister sur la déco, sur la communication, sur la commercialisation, ainsi de suite. Mais au moins, quand on travaille avec Booking, quand on travaille avec une agence de voyage, quand on travaille avec une entreprise qui nous envoie des clients, on peut mettre le label étoile et ça leur parle et ça parle à tout le monde. Parfait, merci. Emmanuel Béraud-Sudreau, veux-tu réagir? Oui, je pense qu'effectivement, sur le levier commercial et sur la promotion des établissements, c'est quelque chose qui moi, m'apparaît comme étant nécessaire. C'est pas pour autant, comme le dit Adrien, que c'est un sujet qu'on va mettre en avant, mais c'est un sujet peut-être de référencement. Je pense aussi à toutes les logiques aussi d'expense internes aux entreprises avec des seuils potentiellement d'éligibilité pour un certain nombre de voyages, les tours opérateurs et tous ces acteurs, comme le disait Adrien, qui gravitent autour du monde du voyage. Donc, c'est un sujet qui, pour moi, est extrêmement important. Et je pense qu'en complément de ce que dit Adrien, il y a eu toute une vague il y a quelques années où les gens disaient on va s'affranchir des étoiles, pas besoin d'être classé parce que j'ai ma notoriété, j'ai mon produit qui va rayonner pour moi. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que depuis quelques années, depuis quelques mois, plutôt quelques années, il y a un peu un schéma en sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a un retour du classement et il y a un certain nombre d'acteurs qui avaient décidé de ne pas être classés qui font peut-être le choix aujourd'hui d'y revenir. Merci. Céline, je pense que tu veux réagir à ça. Oui, alors moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, mais je crois que la discussion de ce matin, c'est pas tellement si on est pour ou contre les étoiles. Je pense qu'on est tous pour les étoiles. Et c'est Adrien qui disait, les étoiles, c'est une grille de lecture, c'est un point de repère. Donc évidemment, c'est important, c'est nécessaire. Par contre, et c'est juste pour alimenter un petit peu la réflexion,
on sait que le nombre d'étoiles est moins déterminant in fine que l'expérience vécue par les clients rapportée au prix qu'ils ont payé. Et donc, ça peut être intéressant de décrypter ce qui fait que dans certaines situations, un hôtelier peut avoir intérêt à ne pas opter pour un classement. Même si, comme l'a dit Emmanuel, une immense majorité des hôteliers se classent, parfois, il y a des bonnes raisons de ne pas le faire et je pense que c'est une des choses qu'on va décrypter ce matin. Ok, je pense que je reviendrai là-dessus. J'ai une question pour toi tout à l'heure à ce sujet. Adrien Pujol, ton groupe opère donc des hôtels en Occitanie qui sont classés 4 ou 5 étoiles. L'approche est-elle la même en province qu'à Paris? Oui, l'approche est exactement la même. C'est vraiment cette grille de lecture. Et pour mon groupe, je dirais peut-être même un peu plus parce que contrairement à Paris, qui est une porte d'entrée qui aujourd'hui prend à peu près un tiers du tourisme français, peut-être même un peu plus. En province, on est sur des chemins, en tout cas mes hôtels accueillent une clientèle internationale à presque plus de 60%. Dont la moitié, donc en tout, on va dire 30% de clientèle hors Europe, donc d'Asie, des États-Unis. Et pour ces clientèles-là, le classement hôtelier a une importance parce que quand on segmente ses clients, vous avez le tour opérateur, vous avez les groupes organisés, la clientèle FIT, et le classement hôtelier est un point de repère quand ils vendent le produit aux clients dans ces pays-là. C'est une marque aussi on va dire, de confiance. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, les étoiles, on a compris, bien sûr que c'est nécessaire, obligatoire et tout ça. Mais en fait, c'est pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, surtout dans des marchés aussi dynamiques, dans des villes aussi dynamiques et tout ça, c'est pas du tout c'est pas une finalité. C'est qu'un point d'entrée, en fait, par rapport à des produits hôteliers, des choses comme ça. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut se classer sur les étoiles et voilà, pour être plus visible. Mais en fait, la concurrence, elle se fait plus maintenant au niveau des étoiles, mais elle se fait vachement au niveau du produit qu'on va porter, du service qu'on va apporter et tout ça. Okay. C'est qu'une base. Emmanuel, je crois que ça rejoint un petit peu. Quel est le regard porté par les investisseurs sur les classements hôteliers? Est-ce que c'est un élément important dans le circuit de financement d'un projet? Alors, c'est un élément qui est selon, après chacun va y attacher l'importance qu'il veut, mais qui est selon nous très important. C'est évidemment pas, in fine, une condition nécessaire, c'est pas une condition suffisante pour pouvoir appréhender un dossier, mais c'est un élément qui va énormément faciliter, parce que tout à l'heure, quelqu'un parlait de grille de lecture. Pour nous, c'est vraiment une grille d'analyse qui nous permet d'avoir un certain nombre de critères pour appréhender un dossier et pouvoir mieux l'analyser. Ça va passer par un certain nombre de sujets. Dans un premier temps, sur les performances opérationnelles d'un actif. Quand on a un classement pour un hôtel qu'on ne connaît pas, pour un dossier qui vient d'arriver, ça va nous faciliter la lecture à la fois sur la top line et sur la capacité de l'actif à générer de la marge, un peu en challengeant, disons, le BP ou les performances historiques par rapport à des concepts ou par rapport à des benchmarks dont on pourra disposer. Donc ça, c'est quand même un premier sujet. Ça va nous aider à nous faire un premier niveau de conviction. Il y a un deuxième sujet qui est assez important, c'est surtout toute la partie CAPEX, quand on est sur des projets qui sont très, très en amont, quand on est dans une logique peut-être de promotion immobilière avec un stade assez préliminaire pour un porteur de projet. On va avoir en fait des métriques, des coûts de développement au mètre carré, on va avoir des fourchettes d'investissement en termes de FF&I par chambre. On va avoir aussi, pour des projets futurs qui vont être des projets de reprise avec des rénovations, on sait un petit peu à la clé ce que ça va pouvoir représenter. Donc ça, c'est quand même aussi un deuxième point très important. Et puis après, je pense qu'il y a aussi toute une autre part, en fait, de tout un autre giron. Alors nous, on est un investisseur en fonds propres, on accompagne en action les opérateurs, mais il y a aussi d'autres acteurs dans l'investissement hôtelier qui vont se présenter. Il y a tous les généralistes, et donc ça, pour eux, c'est un sujet qui va être très, très important. Là, je pense par exemple aux SCPI qui vont racheter des murs d'hôtels en VFA. C'est assez surprenant, mais elles vont toujours insister sur la nécessité d'avoir un classement, alors même qu'on sait que le classement est très, très lié à une phase opérationnelle. Mais pour elles, ça va être un élément qui est fondateur dans leur décision et dans leur volonté de se porter, de se positionner. Et puis, il y a évidemment nos amis qui sont un petit peu absents en ce moment et qu'on aimerait voir un petit peu plus sur le devant de la scène pour le financement. Ce sont les banques.
je crois que pour un comité de crédit, c'est un élément qui est hyper structurant. C'est quelque chose qui est très, très important parce qu'au même titre que nous, on va faire des règles de 3 un peu primaires en début d'analyse d'un projet. Et évidemment, on ne va pas s'arrêter à ça, on va creuser, on va aller appuyer sur des sujets, on va aller échanger, on va benchmarker, on va analyser. Un comité de crédit, il a besoin d'avoir des références et je pense que la première grille d'analyse pour une banque, c'est peut-être la gamme et c'est peut-être surtout les étoiles. Merci. Quelqu'un veut réagir à ça? Moi, je rebondirais sur ce qu'a dit Emmanuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de benchmark, quand on se compare sur la santé d'une destination avec les institutionnels, avec les partenaires financiers, quels qu'ils soient, aujourd'hui, on classe aussi les établissements plus facilement dans des cases comme ça et c'est plus simple de se comparer parce que c'est important pour les performances aussi bien d'une place en général, pour voir son attractivité, que ensuite, bien sûr, soi-même, hôtelier, par rapport à la concurrence. Juste pour compléter, faut bien mesurer dans ce que je dis que c'est une règle de 3, c'est une première analyse, c'est une première étape qui est aussi liée au fait qu'on est extrêmement sollicité, on reçoit beaucoup de dossiers et donc on est obligé d'avoir un premier critère, un premier regard qui est porté pour se forger une première conviction afin de creuser éventuellement un sujet qui pourrait nous paraître comme étant particulièrement intéressant. Oui. Ce n'est pas du tout suffisant, évidemment, comme grille d'analyse. Mais c'est un repère essentiel. Céline Ginesté, on voit que les classements permettent d'adresser certains segments. On vient d'entendre des repères, des références. Il y a pourtant certains établissements qui ne font pas de demande de classement. Pourquoi? Et dans quel cas de figure est-ce que ça peut être pertinent de ne pas être classé? Oui, alors moi je vois 2 raisons principales de ne pas demander de classement, qui peuvent justifier de ne pas demander de classement en tout cas. Il y a un sujet autour des surfaces de chambre et de l'image qu'on veut donner. Je pense au Hoxton à Paris, on en parlait avec Adrien l'autre jour. C'est un immense succès commercial, le Hoxton à Paris, tout le monde le connaît et pourtant il n'est pas classé. En fait, il a tout d'un 4 étoiles plus, mais il a quelques chambres de 13 mètres carrés. Donc, s'il devait être classé, il serait classé 3 étoiles. Et forcément, s'il était classé 3 étoiles, il aurait, déjà, ça donnerait une image déconnectée du niveau de prestation qui est fourni et il semblerait très cher dans sa catégorie. Donc, ça peut être une bonne raison de ne pas être classé. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, d'hôtels. J'ai en tête un campanile qui a quelques chambres un peu plus petites que le classement ne lui impose dans sa catégorie et du coup qui n'est pas classé. Et je ne pense pas que ça le gêne fortement commercialement. Et puis la deuxième raison principale, je pense, est plutôt liée au modèle économique. Il y a certains hôtels qui peuvent effectivement faire le choix de ne pas être classés pour éviter, par exemple, d'éviter des investissements qui ne seraient pas viables dans leur marché. Je pense par exemple à des restaurants dans les catégories de 5 étoiles, au-delà d'un certain nombre de chambres. C'est obligatoire d'avoir un restaurant et ça peut, dans certaines localisations, se révéler ne pas être un bon choix économique. Voilà les 2 raisons principales, à mon sens, qui peuvent être des bonnes raisons de ne pas demander de classement. Et dans ce cas, on pense automatiquement au référencement sur les OTA ça ne les empêche pas du tout d'être référencés sur les OTA. Hein. Mais voilà, mais c'est quand même, ça reste un repère pour le client final qui s'en sert de toute façon comme une première porte d'entrée. Question à Adrien Gloaken. On comprend bien les opportunités de création de valeur que représente un changement de catégorie. À l'inverse, quelles sont en tant qu'hôtelier les contraintes principales liées à ces classements? Les contraintes, alors moi j'ai toujours pensé que quand il y avait une contrainte, c'était une opportunité aussi. Mais en gros, déjà le classement, il est nouveau, il a changé parce qu'il était déjà plus ancien. Avant, il datait d'il y a 30 ou 40 ans. Voilà, il a changé dans les années 2010, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a tout un point, on a vu, vous connaissez tous par cœur, mais il y a toute une sorte de points optionnels, non optionnels et tout ça. Après, il y a plein de choses qui sont, voilà, je pense que tout le monde peut mettre sa sauce dans ce classement, trouver des atouts par rapport à des contraintes qu'il a, par exemple des tailles de chambre plus petites. Ça nous permet d'avoir plus de services et tout ça. Et en fait, l'idée
l'idée de ce classement, moi, je pense que c'est plutôt une bonne opportunité parce que ça permet à des hôtels qui n'ont pas forcément des grandes chambres de proposer plus de services. C'est-à-dire que ça permet de rééquilibrer un tout petit peu les choses, selon moi. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont vraiment envie d'innover, ceux qui sont un peu hors normes, on n'en parlait pas tout à l'heure, mais par exemple sur les marques lifestyle ou sur les trucs un peu hybrides, je pense notamment aux auberges jeunesse et aux choses comme ça. Ça les permet de sortir, d'avoir vraiment des services un peu différents, des offres un peu différentes, et de sortir de ces classements et de pas forcément être classé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toute ta question. Oui, tout à fait. Ça peut ne pas empêcher l'innovation. Je ne pense pas, justement. Je pense que chacun voit déjà de toute façon essayer d'innover comme il peut. Je pense que c'est toujours un bon repère et que en fait l'innovation, ceux qui ne sont pas classés de toute façon, c'est soit tout en haut de l'échelle, c'est-à-dire les hôtels hyper luxe. Donc comme disait Céline, qui ont soit des marques très fortes ou on va dire une destination très forte ou des choses comme ça, et plutôt des petits hôtels parce que je sais que plus on a de chambres, plus c'est compliqué quand même aussi de se commercialiser. Et plutôt en bas de l'échelle, c'est-à-dire des hôtels avec un bon rapport, avec des prix moins chers, donc type auberge jeunesse ou des choses comme ça, qui peuvent avoir envie de sortir de ces étoiles, parce qu'ils ils vont proposer par exemple une chambre double, mais aussi une chambre pour 8 personnes, une chambre familiale. C'est qu'ils vont avoir tout un panel de chambres qui peut être très différent. Donc c'est un peu compliqué forcément de se classer. Et puis voilà. Merci. Emmanuel, vous voulez réagir ? Oui, en fait, il y a quand même un point, effectivement, il y a des contraintes. Enfin, après, il y a surtout, on se rend compte qu'il y a quelques contraintes et puis il y a surtout beaucoup de vases communicants, en fait, si on peut définir un peu le classement comme ça. Je pense que peut-être une seconde sur le classement en lui-même. Aujourd'hui, on n'est pas en train disons, de faire un peu une grille d'analyse et une critique du mode opératoire. Il y a évidemment plein de choses qui pourraient être optimisées. Il y a plein de choses qui, même si c'est un classement, comme le disait Adrien, qui est assez récent, il y a des trucs qui peuvent paraître dès aujourd'hui hyper désuets et qui sont un peu incohérents et qui sont déjà dépassés. Pour nous, je pense que chacun aurait un avis critique et une volonté d'optimiser le système de classement et le mode opératoire et les critères qui ont été retenus. En revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est déjà un système qui a déjà un certain nombre d'atouts, qui a le mérite d'être cohérent, qui a le mérite d'être global à l'échelle française et qui a le mérite d'exister, entre guillemets. C'est le moins pire des systèmes parce qu'il n'y en a pas d'autres qui existent actuellement. Donc, à nous de voir aussi comment est-ce qu'on peut pousser une réflexion qui fait que régulièrement, il est optimisé. Mais je pense qu'il faut qu'on l'adopte tel qu'il est et puis qu'on avance et qu'on fasse évoluer nos projets dans ce cadre-là. Je passe juste la parole à Céline, Adrien, et puis à toi, juste après Céline. Oui, moi en fait, je pense qu'il y a tout un système normatif en France. On parle des classements depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que les classements. Il y a évidemment le code de l'urbanisme, il y a les règlements sanitaires départementaux. Et par exemple, en France, contrairement à l'Angleterre, on n'a pas le droit de faire des chambres sans fenêtre. Alors, il y a des voyageurs pour qui une chambre sans fenêtre, c'est pas gênant. Je pense à mon associé Mathieu, par exemple, ça ne le dérange pas du tout. Par contre, ce qu'il adore, c'est le bar et c'est le restaurant. Il y a des gens, je pense qu'il faut respecter aussi l'importance que chacun va attacher à un niveau de service. Une chambre sans fenêtre, ça peut permettre dans un bâtiment d'optimiser un foncier, ou un bâtiment un petit peu compliqué. Bon, là, on parle de normes d'hygiène françaises. Et pour revenir à ta question sur l'innovation et dans quelle mesure cet ensemble de règles peut brider l'innovation, je pense qu'il y a certains cas où ça peut effectivement être utile de s'affranchir des classements. Je prends l'exemple de la Folie Douce Hôtel qui est hyper innovant, qui a vraiment créé un nouveau marché en montagne qui est festif, qui est hybride, qui est capable de mélanger des publics très très différents. Ils ont la spécificité de proposer des chambres privatives et des dortoirs, et parce qu'ils proposent des dortoirs, ils ne peuvent pas être classés. Donc c'est un hôtel qui accueille des touristes, mais qui ne peut pas être classé en tant qu'hôtel de tourisme. Et c'est la même chose pour toutes les hostels et les auberges de jeunesse qui sont privés de classement parce qu'ils ont des dortoirs. Et ce que je trouve un petit peu dommage, parce que du coup, tous les efforts qui sont faits par ces marques innovantes depuis pas mal d'années, et notamment les auberges de jeunesse,
ne sont pas aussi lisibles à cause du fait qu'ils ne sont pas classés, qu'il n'y a pas d'étoiles. Ce n'est pas aussi lisible que d'autres produits plus standards. Exactement. Adrien? Et moi, je voulais rebondir, mais peut-être pas forcément sur cette question, sur un point par rapport à l'investissement dont parlait Emmanuel tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a des appels à projets, notamment sur des communes qui ne sont pas forcément dotées de beaucoup d'hôtels ou d'hôtels tout court, la partie classement hôtelier est une demande en général d'une municipalité. Il va vous dire, bon, mais j'ai 3 étoiles, j'aimerais avoir un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles. Donc, dans ce cadre-là, on voit l'importance et l'attachement aux étoiles. Ensuite, je voulais rebondir sur le fait qu'avec ce classement, un des bons côtés aussi, c'est qu'il est renouvelé. On ne vous le donne pas à vie. Il y a en tout cas sur les 4 et 5 étoiles, des audits qui sont faits tous les 5 ans. On renouvelle son classement. Donc, ça permet aussi d'ajuster. Et un classement ne veut pas dire qu'on y reste toute sa vie 4 étoiles. Si on a besoin de le repositionner dans la vie du produit, monter en gamme ou descendre, ça existe, ça se fait et on peut donc le changer. Très bien. Prochaine question à Emmanuel. Emmanuel, comment appréhender un actif qui n'est pas classé? Est-ce possible d'adhérer à un projet qui refuse des classements? On voit beaucoup de choses se développer aujourd'hui hors classement et qui attirent et qui répondent à de vraies attentes des consommateurs avec une hôtellerie plutôt alternative. Tu disais tout à l'heure que c'est un vrai repère pour vous, investisseurs et les banquiers. Je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, évidemment, ce que je disais, c'est que c'était une condition utile, c'était un sacré atout, je pense, potentiellement sur un certain nombre de projets d'avoir un classement. En revanche, ce n'est pas une condition nécessaire et il y a plusieurs cas de figure où un investisseur va pouvoir assez facilement appréhender un projet et l'assimiler s'il n'est pas classé ou s'il n'a pas vocation à être classé dans le futur. Il y a plusieurs points. Le premier, je pense que ça fait un peu écho à ce que disait Adrien tout à l'heure, c'est que sur certaines destinations, ce n'est pas forcément un sujet. Je pense beaucoup à la montagne où le classement, Courchevel ou autre à part évidemment, mais où on est sur une destination avec une empreinte tellement forte que le classement est quelque chose d'un peu secondaire après avoir identifié un marché très précis quand on est un consommateur. Il y a la montagne, il y a la mer. Après, nous, en tant qu'investisseurs, si quelqu'un vient nous interroger et est un porteur de projet avec un track record extrêmement conséquent, un bagage, disons un historique qui permet de conforter un peu l'argumentaire qu'il est en train de mettre et de consolider le projet qu'il est en train de nous présenter, évidemment, ça c'est quelque chose qui est important et qui va nous aider. Et puis, il y a évidemment la force des enseignes. C'est-à-dire que Hoxton, dont on parlait tout à l'heure, alors ça va l'être encore plus évidemment dans les semaines ou dans les mois qui viennent avec les rapprochements qu'ils sont en train de faire. Mais Hoxton, c'est un des bons exemples d'hôtel qui n'est pas classé à Paris et qui capitalise sur une marque, qui capitalise sur un peu un rayonnement international. Voilà, il y a des possibilités. En revanche, c'est vrai que si demain, nous, on est interrogé et sollicité par quelqu'un qui est un nouvel entrant dans l'hôtellerie, qui veut proposer un concept un petit peu original dans une destination qui n'est pas forcément avec une empreinte forte et un marché un peu captif, on aura un peu du mal disons, même si on comprendra le business model, même si il pourra nous séduire, on aura du mal à se rassurer sur la capacité qu'il aura à atteindre ses performances. J'ai une question à Adrien Gloaken et à Adrien Pujol. Est-ce que vous envisageriez d'ouvrir des prochains hôtels sans classement? L'un parce qu'à Paris, ou peut-être pas qu'à Paris, mais très trendy sur un positionnement assez très contemporain. L'autre sur un positionnement très ancré dans une ville avec une histoire et une destination qui est créée. Adrien Pujol, peut-être? Ça s'entend. Je ne sais pas si je le ferai pour la raison, pour appartenir à certains annuaires, notamment quand on fait de la promotion. Après, tout dépend du projet, mais pour être référencé avec les institutionnels, que ce soit la région, le département sur de la promotion, c'est toujours un plus d'être classé parce que vous apparaissez dans une catégorie bien identifiée. Sinon, finalement, où est-ce qu'on va vous mettre? Par contre, sur certains actifs ou certains projets qui sont à la limite ou hybrides entre, on va dire, la chambre d'hôte ou
ou le gîte sur des petits formats ou avec de l'hébergement insolite, donc un produit bien différencié ou tout seul sur son marché, oui, c'est envisageable. Et ça se fait, hein, la preuve, on en débat depuis un petit moment. Adrien, De mon côté, ouais, c'est quelque chose qu'on pourrait complètement faire. Le seul truc, c'est qu'on on ferait pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, forcément, parce que comme disaient Emmanuel et Adrien, en fait, on irait sur si on décidait de travailler sur un hôtel sans étoiles, déjà personnellement, je ferais plutôt un hôtel. Si c'est un hôtel sans étoiles, je le ferais en très bas de gamme, parce que ça m'amuserait. J'adorerais travailler sur un hôtel, que ce soit une auberge jeunesse ou sur un 1 étoile ou sur des choses comme ça, quoi, l'équivalent d'un 1 étoile ou des choses comme ça. C'est-à-dire un très bon rapport qualité-prix, très peu cher et tout ça. Le truc, c'est que comme disait Emmanuel, on est obligé dans ces cas-là de travailler sur une marque hyper forte et d'arriver avec un concept hyper défini, hyper déterminé, avec une cible, avec un truc très particulier. Ça serait comme ce que je fais aujourd'hui, ça serait, je pense, assez compliqué, par exemple, à Paris. Il y a un autre exemple qui est l'exemple extrême. C'est, je raconte n'importe quoi. Demain, on a la possibilité de racheter la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence, qui est un hôtel hyper haut de gamme, hyper luxe. Je ne sais pas s'ils sont étoilés ou pas, je n'ai pas regardé. Mais dans ces cas-là, oui, la réflexion se poserait parce que c'est des hôtels qui ont une image, une destination tellement forte que ces hôtels-là n'ont pas forcément besoin d'être classés et que voilà, je pense que c'est le nom de la Colombe d'Or est tellement connu dans le monde entier que lui n'a pas besoin de classement. Mais je pense que c'est assez rare. Si je peux rajouter sur ce point, en fait, quand on parle de classement et sur certains projets, c'est qu'ils aussi ne rentrent pas forcément dans la catégorie plutôt hôtel, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas le classer. Si on n'est pas considéré avec les règles aujourd'hui de sécurité incendie, etc., qu'il y a pour l'hôtellerie en général, quel que soit le niveau d'étoile, si vous vous affranchissez finalement de ce côté ERP hôtel, finalement, vous pouvez avoir un lieu d'hébergement hein, sans être forcément un hôtel et donc le classement tombe il n'y en a pas. Ouais. Oui, c'est très vrai ce que dit Adrien et c'est un peu le sujet qu'on a sur les auberges de jeunesse, par exemple, avec à Paris. Il y a c'est un modèle sur lequel on tâtonne un petit peu encore, hein, même s'il commence à avoir quelques années d'expérience, mais sur les classifications, les nouvelles commissions de sécurité peuvent décider de les classer en R à Paris, ce qui est une classification colonie de vacances, et par là même, on va être sous enseigne de groupes internationaux et on n'est pas du tout un ERP type O, donc on n'est pas du tout un ERP hôtelier. Après, peut-être qu'il y a une question, il y a une question que je me posais, c'est sur le regard aussi que portent les chaînes, les enseignes sur les classifications. Je pense qu'Adrien, vous avez des hôtels qui sont sous enseigne pour un certain nombre. C'est aussi parfois un prérequis qui est imposé par des enseignes, alors même qu'on voit que ces groupes hôteliers qui possèdent ces enseignes communiquent énormément en parallèle sur le fait de s'affranchir des codes de l'hôtellerie classique, sur le fait de faire naître des groupes lifestyle et des enseignes qui le sont vachement. Mais en fait, il ne faut pas oublier que le lifestyle dans l'hôtellerie et puis ces sujets un peu innovants auxquels on fait référence, c'est quand même une frange assez limitée du chiffre d'affaires hôtelier français en général. Et que ce qui fait l'hôtellerie et le matelas hôtelier en France, c'est quand même un peu les enseignes 2-3 étoiles. C'est du corpo qui est peut-être un petit peu moins sensible à ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui. Très bien. Non, juste pour rebondir sur ce que tu dis sur le corpo, en fait, moi, je pense qu'il est sensible, entre guillemets, parce que le corpo, en général, il a un deal avec sa hiérarchie ou son agence de voyage ou des choses comme ça. Et en fonction du statut, il a le droit d'aller dans un 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 2 étoiles, peu importe. Mais donc, du coup, le corpo, même s'il est à l'international, lui aussi, il est obligé parce que en général, quand il va se déplacer ou quand il va faire déplacer un client, il va avoir le droit d'aller dans un certain nombre de catégories parce qu'il y a un truc dont on ne parle pas depuis le début sur les étoiles et qui est hyper important, c'est le prix. C'est-à-dire que toutes ces étoiles, forcément, elles sont corrélées à un prix. Donc, quand je dis, j'en sais rien, mais on peut être à 100 € 3 étoiles. Mais aussi, on peut avoir des 4 étoiles à 100 €, des 4 étoiles à 300 €. Donc, il y a ce ratio-là qui est forcément, on est obligé de le prendre en compte. Et en fait, par exemple, pour les corpos, ce que tu disais,
c'est qu'eux ont des contraintes d'étoiles qui sont en général liées à des contraintes de prix. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, les étoiles sont hyper importantes pour eux. Prochaine question, je m'adresse à Céline. Du point de vue des clients, le nombre d'étoiles est-il encore important? Quels sont leurs autres points de repère? Quel est le rôle joué par les réseaux sociaux? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure, depuis le prisme des investisseurs et des exploitants. Et on voit que c'est une grille de lecture pour tout le monde. Pour les clients, ça l'est encore, une grille de lecture, mais quand même de moins en moins. Et juste un chiffre, en fait, je crois que à la fin des années 2007 ou 2008, c'était 2/3 des clients qui, quand ils faisaient une requête en ligne pour chercher une étoile, intégraient le nombre d'étoiles comme critère de sélection. Et aujourd'hui, de mémoire, c'est 14%. Alors, c'est encore important, 14%. Je sais que Yumna, tu fais partie de ces 14%. Le truc, c'est que, in fine, ce qui va quand même faire le choix définitif, c'est une localisation, c'est des photos, c'est une note client et des commentaires, et puis c'est évidemment un prix. Voilà. Donc oui, c'est toujours important, ça l'est quand même un petit peu moins. Et ça, c'est vraiment le point de vue client et pas professionnel. Et tu parlais des réseaux sociaux, Yumna. Bah oui, ça évidemment, ils ont un rôle majeur. Et je rejoins ce que disaient mes camarades tout à l'heure sur la marque. Plus la marque est forte, plus l'hôtel est beau, plus il s'y passe quelque chose, plus les gens vont avoir envie de le prendre en photo, de s'y prendre en photo et du coup de se transformer en ambassadeur, en prescripteur et en média. Donc oui, les réseaux sociaux, c'est très important par rapport aussi à un certain type de marché. Hein. Il y a des hôtels qui visent encore certains marchés avec des clients qui sont pas du tout sensibles aux réseaux sociaux, mais on va dire que les années passant, ça devient de plus en plus incontournable. Et ça permet aussi de communiquer sur autre chose que les classements et les réseaux sociaux. C'est ce qui permet d'échapper à parler d'autre chose. Et ça montre ce qui est vécu dans l'hôtel. Emmanuel? Oui, alors déjà un premier point, le poids des outillés en 2007, je pense qu'il était quand même un peu plus faiblard qu'aujourd'hui quand même, donc ça c'est aussi un sujet. Et puis je vois à quelle étude tu fais référence et en fait, franchement les conclusions me paraissaient un petit peu surprenantes. Et puis il y a un parti pris de ce cabinet-là aussi sur les études qui ont été réalisées. Après, pour moi, dans le schéma de décision et d'achat d'un client, je pense que ça conserve un point important. Les réseaux sociaux, les avis clients, en fait, vont peut-être arriver dans un second lieu à partir du moment où on aura fait une présélection sur un couple gamme, prix. Et dans ce cadre-là, je pense que les étoiles ont encore toute leur place pour servir de première grille de lecture et de première grille de sélection avant de se concentrer sur des avis clients, sur le poids des réseaux sociaux et ce genre de choses. Après, évidemment, les réseaux sociaux apportent du direct, mais on parle là d'une frange de l'hôtellerie qui est quand même relativement restreinte et qui est effectivement sur un positionnement qu'on connaît tous ici, sur lequel capitalisent les deux Adriens, mais qui est quand même un petit peu limité à l'échelle de l'hôtellerie française en général. Je partage complètement le ratio qui a été donné par cette étude, me paraît extrêmement faible. Ça reste quand même un point d'entrée rassurant. Même si j'en fais partie, comme tu dis Céline, je passe très vite aussi à autre chose une fois que j'ai passé cette porte-là. Et je pense que beaucoup le font aussi parce que pour d'autres raisons que ce qu'on a cité tout à l'heure, d'un point de vue investisseur, opérateur, pouvoir public, ville, le consommateur utilise peut-être un peu plus que ce qui a été dit, ce point d'entrée et ce repère. J'ai une prochaine question pour Emmanuel à nouveau je crois qu'on arrive au bout des questions et on a quelques questions posées par les participants et on est dans les temps. Emmanuel, on constate depuis quelques années de nombreuses acquisitions avec des stratégies de montée en gamme. Selon toi, un passage de 2 à 3 ou de 3 à 4 étoiles est-il systématiquement une opportunité de créer de la valeur? C'est une question,
c'est pas forcément. Je pense il y a aucune réponse catégorique sur ce sujet-là. Les réponses sont multiples, elles sont liées à chacun des projets, à chacun des marchés dans lesquels va s'inscrire le projet, puis surtout à chacun disons, des schémas, enfin des situations concurrentielles que l'actif va avoir en face de soi, évidemment. Je pense intuitivement que s'il y a un passage de 2 à 3 qui est possible, je pense que peut-être que ça devrait être confirmé par la suite, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant partout en France. Je pense que le passage du 3 au 4 est intéressant à Paris, mais je ne pense pas que ce soit le cas partout, disons dans le reste de la France. Moi, j'ai en mémoire, on avait beaucoup travaillé sur un projet qui était le développement d'un hôtel à Nice. C'était un hôtel qui avait des grosses capacités, qui avait des chambres de grande taille, en fait, en tout cas dans le projet qui était potentiellement développé. Décision a été prise de ne pas le classer en 4 étoiles alors qu'il était complètement éligible et qu'il aurait pu l'être, pour en faire le meilleur établissement dans la gamme 3 étoiles par rapport à son concept. Donc, parfois, je pense que dans l'hôtellerie, ce n'est pas le cas dans tous les secteurs, mais dans l'hôtellerie, c'est peut-être intéressant d'être le meilleur et d'essayer de proposer un élément différenciant, même au sein d'une gamme, comme ça a pu être le cas, par exemple, pour cet hôtel 3 étoiles. Puis après, de façon générale, je pense qu'il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour appréhender les dossiers, mesurer les marchés. Il faut potentiellement s'adresser à des spécialistes qui peuvent nous accompagner, comme Céline, sur ce genre de sujet, parce qu'une bonne étude de marché permettra parfois aussi d'éviter tout impair et toute exploitation, disons, inefficace dans les années qui viennent. Adrien, pardon Céline, vas-y. Je voulais juste réagir sur ce que disait Manuel, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Il vaut mieux être bon dans sa catégorie et bon dans son marché que vouloir tout de suite monter en gamme. Je pense qu'il faut plus parler d'amélioration de produits que de monter en gamme pour créer de la valeur. Et du coup, l'enjeu, une fois que l'étude de marché est faite, c'est plutôt de définir le bon niveau d'investissement à mettre dans le produit et surtout comment allouer cet investissement. C'est-à-dire comment dépenser l'argent qu'on souhaite investir pour créer de la valeur sur ce qui comptera le plus aux yeux des clients. Voilà. Et nous, on dit souvent… C'est pas le cas à Paris, en revanche. Enfin, je laisserai Adrien en parler, mais pour moi, je mets un peu Paris à part dans cette logique-là, quand même. Nous, on a parfois des clients qui appellent assez vite leur architecte et nous, on leur dit souvent, mais avant d'appeler votre architecte, déjà, il faut cadrer son projet, en fait. Il faut savoir quel marché on va viser et quels seront les usages qui vont être faits de chaque mètre carré. Et je pense que c'est plus ça la clé que de réfléchir en termes de montée en gamme et de monter le niveau des étoiles. Adrien, Joachim, tu… Ouais, alors moi j'ai un avis plus déterminé qu'Emmanuel sur cette montée en gamme des étoiles. Parce qu'en fait, si on se place comme Emmanuel d'un côté investisseur des hôtels, en fait, en gros, on s'aperçoit qu'il y a 2 catégories d'hôtels ou d'investissement d'hôtels. Soit l'hôtel qu'on rachète qui fonctionne déjà très bien et qui est plus, on va dire, entre guillemets, un outil financier et qui fait un certain EBITDA, qui fait plein de chiffres qui vont bien avec les chiffres qu'on attend et tout ça. Donc, il n'y a pas forcément besoin de monter en gamme. Mais après, il y a toutes les autres parties d'hôtels où, en fait, on rachète des hôtels où on est un peu obligé de les faire monter en gamme puisque, par définition, cette montée en gamme va nous permettre d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé. Et ce chiffre d'affaires-là va nous permettre de rembourser la banque ou les financiers ou voilà, tous les gens derrière. Donc, en fait, il y a une espèce de montée en gamme un peu naturelle et nécessaire qui s'opère assez rapidement et qu'on est obligé de faire. C'est pour ça que, notamment en France et surtout à Paris, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'hôtels 1 étoile et pratiquement plus d'hôtels 2 étoiles. Parce que dès qu'on achète un hôtel 2 étoiles, l'idée, pour rembourser la banque, pour rembourser tous ces crédits, on est obligé de le passer en 3 étoiles, donc de faire des travaux conséquents. Et voilà, c'est hyper rare, quelqu'un qui achète un hôtel 1 étoile et qui se dit « je ne vais pas faire de travaux et je vais le laisser comme ça » et puis voilà. Au grand bonheur de nos architectes et de nos fabricants, ces travaux. Ouais, je suis d'accord. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus d'hôtel 1 étoile. Il y a forcément, il y a des gens qui ont besoin et qui vont dans les hôtels 1 étoile. Ça, c'est dommage. Mais bon, c'est un autre truc.
ou alors tu l'as sur des produits bien normés, bien standardisés. Où là, tu vas racheter, voilà ce que tu disais, tu achètes un EBITDA sur du… Ouais, mais là, c'est plutôt de la construction, du coup. Voilà, mais là, on est plutôt… Non, mais oui, c'est soit de la construction au début, mais après, si tu rachètes de l'existant parce qu'il est dans cette Alors, on marque, il achète le fera produit juste financier. ta réno obligatoire, on va dire. Exactement. Moi, pour mon cas, hein, à Carcassonne, dans la cité médiévale, où on opère à 2 hôtels aujourd'hui, un 4 étoiles, un 5 étoiles, mais on s'aperçoit, nous, on a une approche aussi un peu à l'envers, là, c'est qu'il n'y a pas de segment 3 étoiles sur la destination. Et une des réflexions qu'on se fait, c'est est-ce qu'un de nos bâtiments, on va dire, de nos lieux, aurait pas plus de valeur générée en étant 3 étoiles et en agrandissant finalement le spectre et la segmentation des clients que l'on peut cibler, plutôt que avoir que du 4 et 5. Notamment, un fait important, c'est que quand il y a eu la nouvelle classification, un hôtel 2 étoiles historique est passé, on va dire, à peu près en 3 étoiles, vu que le 0 est passé au 1, le 2 au 3, etc. Et ensuite, on fait de la réno, on fait de l'investissement, on va le passer en 4. Mais à la fin, le produit que l'on avait était construit des fois sur une base 2 étoiles de par l'emplacement et autres. Et finalement, on peut se décaler, on va dire, de la promesse client, de l'expérience, en ayant monté en gamme un produit qui, finalement, ne devait pas l'être. Ok. Je propose qu'on passe aux questions-réponses. Il est 46. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir encore sur ce point ou on aborde les… Moi, je voulais dire quelque chose qu'on a oublié quand on parlait des benchmarks et des grilles de lecture. Il ne faut pas oublier aussi que l'étoile génère la taxe de séjour qui est les revenus de la promotion de nos offices de tourisme, de nos EPIC. Donc, il y a cet élément aussi important à prendre en compte parce que d'un côté, on peut avoir des hôtels 3 étoiles qui se vendent à 150 € alors que le 4 étoiles sera à 80 parce qu'il y a beaucoup plus de chambres, on va dire. Et finalement, le revenu pour la destination sera différent. Parce qu'on paiera une taxe de séjour en général moins chère sur un 3 étoiles qu'un 4 étoiles, tout en ayant, in fine, le 3 étoiles, un prix de vente beaucoup plus élevé sur cet exemple-là. Okay. On passe aux questions. Je pense, Jenny, je te passe la main, tu les vois. Première question, quels sont les exemples d'acteurs ayant fait le choix de revenir au système des étoiles et pour quelles raisons? J'ai plutôt en tête des exemples de marques ayant renoncé avec succès. Moi, je n'ai pas d'exemple, mais… Non, mais c'est pas tant des sujets de groupe, c'est plus des cas particuliers et ça fait un peu… Enfin, c'est plutôt des exemples, enfin, c'est plutôt des sujets d'actifs par actif et plutôt des acteurs parisiens. Donc, c'est pas je veux dire, c'est pas une logique de groupe. Donc, je suis pas sûr qu'on soit là pour citer non plus des exemples, mais je pense qu'Adrien ou moi, on pense aux mêmes personnes. Ouais, c'est pas forcément de citer, mais moi, j'aide beaucoup, par exemple, des gens à s'implanter à Paris ou des choses comme ça pour monter leurs premiers hôtels, des petits groupes internationaux ou voilà. Et en fait, ils arrivent avec des projets, ils arrivent en se disant, bon, bah voilà, très beau produit, très beau positionnement. Ils disent, on veut pas faire d'étoiles, on veut pas communiquer sur les étoiles parce que notre outil sera assez fort, notre outil sera assez puissant pour vendre. Et en fait, à chaque fois, on se rend compte qu'au bout de 3 mois, 6 mois, ils rebasculent avec des étoiles parce qu'ils sont, pour la commercialité, pour apparaître dans les OTA, ils sont obligés. Ok. Deuxième question, dans la mesure où le classement hôtelier n'est pas harmonisé au niveau mondial, ni même européen, quelle est la pertinence du classement hôtelier pour un groupe aux ambitions internationales? Moi, je pense que même, bien entendu, il n'est pas harmonisé parce qu'il y a des pays où ça va jusqu'à 6 ou 7 étoiles. Chaque pays a ses propres critères, donc tout est différent. Le seul truc, c'est que ça permet d'avoir c'est que ce qu'on disait depuis le début, c'est que c'est la base en fait, et c'est que ça permet d'avoir une grille de lecture. Et ça permet surtout de savoir si on paye le bon prix, en fait. C'est-à-dire que, je vous dis n'importe quoi, vous allez en Italie, vous allez vous payer 300 €. Bah, si vous êtes dans un 2 étoiles, c'est un peu chiant. Alors que si vous êtes dans un 4 étoiles ou un 5 étoiles, voilà, vous comprenez pourquoi vous payez, en fait. Je pense qu'à chaque fois, ce sont des arbitrages. Il n'y a pas de réponse unique, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à ce débat.
même à l'intérieur d'un même pays, il va y avoir une marque qui va être classée différemment d'une ville à l'autre parce que, pour des raisons spécifiques liées notamment à un bâtiment qui n'est pas foutu pareil dans une ville et dans une autre ville, ils vont se dire par rapport à l'image et au positionnement que j'ai, tel critère, je ne le remplis pas à cet endroit-là, donc je préfère ne pas être classé. Donc ça peut être handicapant, mais si ça apporte plus d'avantages que d'inconvénients, ça peut justifier un choix d'être non classé dans certains endroits et classé dans d'autres. Et ça ne dérange personne, hein. Les Mama Shelter ne sont pas classés de la même manière d'une ville à l'autre, et pourtant l'expérience est à peu près similaire. Et les clients ne se rendent pas compte qu'il y a des étoiles différentes entre deux villes. Okay. Les classements sont-ils déconnectés des nouvelles exigences et attentes du consommateur, notamment sur les aspects RSE? Quels sont les labels les plus en pointe à ce sujet? Moi, je ne pense pas que le classement soit complètement déconnecté. Je pense que mettre en place un classement, c'est hyper compliqué parce que on a vu, c'est quasiment tous les 30 ans, tous les 40 ans, donc forcément, à un moment, c'est obsolète. Je pense que en fait, c'est la base et que c'est à chacun de voir de comment il peut faire pour être au goût du jour et comment il peut s'adapter au mieux par rapport à sa propre envie et par rapport à sa propre clientèle. Donc après, je pense que les classements, ils essayent d'être le plus large possible. Bien entendu, de temps en temps, je sais plus, dans l'ancien classement, il fallait avoir une cabine téléphonique à la réception. Bien entendu, ça saute tout de suite et ça a été remplacé par le Wi-Fi dans le nouveau classement. Donc voilà, et que dans 5 ans, ça va être remplacé par une nouvelle technologie ou dans 10 ans. Mais sauf qu'il n'y aura pas forcément de nouveau classement. Donc je pense que c'est la vie de tous les jours qui évolue très vite. Et on ne peut pas changer les classements non plus tous les 15 jours. Donc voilà. Après, pour les labels, je suis pas hyper au fait. Le classement qu'on vit aujourd'hui, celui dont on parle, c'est un classement qui s'est mis en place à la fin des années 2000, je crois vers 2009 de mémoire ou quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on a un peu d'historique, on a la possibilité de regarder un peu ce qui s'est passé dans les dernières années. La préoccupation RSE, ISR, les labels et autres, c'est une préoccupation qui est assez récente. En fait, c'est un processus qui est en train de se mettre en place et c'est un processus d'assez long terme. Donc aujourd'hui, on est dans le début d'une réflexion. Ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites dans le classement pour promouvoir une démarche qui soit socialement responsable, pour promouvoir une démarche qui soit écologiquement plus respectueuse de l'environnement, qui ait une empreinte carbone plus faible, etc., etc. Et en fait, on est dans le début de cette réflexion-là. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier aussi que le classement, c'est un sujet qui concerne quand même dans son immense majorité au sein d'un actif, le porteur du fonds de commerce, alors qu'on est sur un binôme parfois entre un bailleur et un preneur, et que cette logique RSE, elle ne pourra pas se limiter uniquement à l'aspect opérationnel, elle doit aussi englober énormément de sujets qui composent l'immobilier de façon globale, et donc c'est un travail qui est amorcé, c'est un travail qui est en cours, c'est un travail qui est porté par plein de gens aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, mais c'est un travail qui va prendre du temps, parce que, évidemment, des travaux de rénovation, ça représente un coût très important. Donc, si on les impose à un bailleur, ça va être assez compliqué. Ça va forcément avoir des répercussions sur le fonds de commerce. Et puis, on sait aussi que dans les opérations, en fait, les leviers d'optimisation, ils ne sont pas si simples que ça. Il y a des sujets d'économie d'eau, il y a des sujets d'économie d'énergie, il y a des sujets de mixité, de dialogue social qui peuvent être mis en place. Tout ça constitue la RSE. Mais voilà, c'est une discussion qui est en cours. Et là-dessus, il y avait une réflexion qui était aussi intéressante, qui était portée par je ne sais plus quelle banque, qui disait qu'en fait, dans le contexte actuel de raréfaction des taux, au même titre qu'ils allaient avoir les étoiles comme grille d'analyse, les critères RSE deviendraient aussi un critère assez fondamental dans leur logique d'appréhension des dossiers. Donc, on se rend compte que c'est quelque chose qui est en mouvement, mais qui aujourd'hui n'est pas encore du tout encore assez mature et assez mûr. Okay. Et il me semble d'ailleurs que dans le classement hôtelier, tu as une partie subjective en tout cas sur la partie environnementale, une nécessité de formation des équipes, hein, quelque chose comme ça. Il y a trois critères qui sont des critères obligatoires. C'est l'affichage, de la sensibilisation aux économies d'eau. Donc autant dire que ce n'est pas les critères les plus difficiles à respecter que de mettre un A4 dans la salle de repos.
Jenny, que pensez-vous de classer simplement une partie, voire un ou plusieurs étages de l'établissement? Est-ce possible? Et connaissez-vous des exploitants qui ont fait ce choix? tu répètes la question? Non, mais ouais, moi je pense que c'est Classer simplement une partie d'un établissement et pas tout l'établissement. Adrien? Vas-y, Adrien. Non, je sais pas. En fait, concrètement, je sais pas si c'est possible ou pas comme ça, mais c'est toujours pareil. C'est là que tout dépend du produit qu'on a. Par exemple, je pense à l'île de Ré, il y a un hôtel qui s'appelle le Sénéchal. Il a plein de catégories de chambres différentes, des toutes petites et des très grandes. Voilà. Et lui, il y a longtemps, il avait fait le choix de rester 2 étoiles. Mais il avait des prix de chambres qui allaient de 60 € à 400 € par exemple. Mais il avait vraiment, c'était un hôtel très particulier, très joli, très bien décoré et tout ça. Et il avait avec une vraie offre de chambres complètement différentes. Donc lui, il n'avait pas 2 et 3 étoiles ou 2 et 4 étoiles par exemple, mais il avait décidé de rester 2 étoiles, mais d'avoir une palette de prix très large. Voilà. Je ne crois pas que ce soit possible dans un seul bâtiment avec une seule entrée d'avoir 2 classements différents. Je ne crois pas que ce soit possible. Voilà. Adrien? Je regarde pas, mais ça m'étonnerait. Oui, je pense que c'est, comme dit Céline, c'est attaché à l'entrée. Par contre, ce qui est faisable et ce que l'on voit, c'est sur des destinations, alors peut-être moins sur Paris ou dans les métropoles, mais plutôt dans le rural, où vous avez plusieurs bâtiments ou plusieurs petits établissements qui sont classés différemment. Je pense notamment à Michel Guérard, à Eugénie, les Bains, où il a plusieurs types d'hébergements avec des classements différents. Finalement, on vient sur une destination, on vient dans son resort, mais vous avez le droit entre la villa 3 étoiles, le produit 4, et après, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, le relais château en 5 étoiles. Donc, ils mixent comme ça différentes expériences par rapport à un même lieu, mais ce n'est pas dans le même bâtiment et il y a des portes différentes. Après, c'est aussi l'enjeu des combos qu'on voit, des combos hôteliers qu'on voit sur certaines destinations, par exemple, pas mal sur les destinations aéroportuaires. On peut avoir 2 enseignes d'un même groupe, ou d'ailleurs pas forcément d'un même groupe, qui sont complètement mitoyennes, qui partagent d'ailleurs parfois certains espaces. Moi, mon sentiment, mais on trouvera toujours des contre-exemples, mon sentiment, c'est qu'il faut toujours essayer de privilégier quand même une vraie rupture de RevPAR, une vraie rupture de gamme entre les deux établissements quand ils sont mitoyens comme ça, parce que sinon, on risque d'avoir une espèce de cannibalisation interne entre les 2 enseignes. Et c'est quand même important de pouvoir un peu vraiment avoir 2 produits un peu différenciés, au moins dans l'esprit du consommateur. Ou si tu as 2 produits très différents, un appart-hôtel et un hôtel dans la même catégorie. Je pense que ça, c'est moins gênant. Ouais. J'ai une dernière question qui est pour Adrien Glohagen et qui est de la part d'Ali Reza Razavi. Le Japon a construit de magnifiques auberges de jeunesse dans les années 50, 60 et 70. Qui était la synthèse de l'esprit du modernisme et de son style. Est-ce que ce type d'auberge de jeunesse est envisageable en France, selon toi? Alors, je ne suis pas hyper spécialisé sur le Japon, mais est-ce que si on fait, je pense que on parle des capsules hôtels qui étaient à la mode au Japon et tout, donc où c'est vraiment juste un matelas single dans une capsule. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué en France par rapport aux normes sanitaires. Parce que, comme disait Céline tout à l'heure, c'est une des principales normes sanitaires, c'est d'avoir une fenêtre dans la chambre. Néanmoins, je ne suis pas non plus expert en normes sanitaires et je sais qu'il y a plein de concepts et plein d'idées. Je pense que Emmanuel peut nous éclairer là-dessus, mais il y a plein de nouvelles idées de gens qui essayent de lancer des capsules hôtels en France. Je ne sais pas s'ils y arrivent ou pas, pour être franc, parce que peut-être qu'il faut plein de capsules hôtels dans une pièce et que cette pièce-là soit aérée ou des choses comme ça. Mais ça c'est pour les choses de sanitaire, de normes, d'étoiles et tout ça. Après, il y a un autre aspect du capsule hôtel, si on parle toujours du capsule hôtel qui est hyper important, c'est le côté psychologique ou en tout cas le côté social du capsule hôtel, qui est un truc au Japon qui est hyper fréquent, hyper normatif, normal et tout ça d'utiliser. Est-ce que les Français sont prêts demain à dormir dans des capsules hôtels ? J'en sais rien, j'en suis pas sûr. Le truc du Japon, c'est qu'en fait, comme les gens en général, ils habitent très très loin de leur domicile, ce qui leur arrive de temps en temps, c'est d'aller dormir dans des capsules hôtels, que c'est peut-être juste pour une nuit ou une après-midi ou des choses comme ça,
pour leur éviter de faire des trajets, trop de trajets et des choses comme ça. Mais après, voilà, est-ce qu'il y a ces deux aspects-là, l'aspect psychologique et l'aspect normatif? Ouais. Je pense qu'on peut y venir, mais voilà, il faut que les normes le permettent et il faut qu'après, je pense que ça va être plus compliqué dans la tête des gens que vis-à-vis des normes. Le capsule hôtel en France, ben, ils sont quand même. Enfin, il y a une marque qui essaie de se développer, enfin, il y en a plusieurs, je pense, mais en fait, on s'éloigne un peu des notions d'étoiles. On rentre plutôt dans des notions, effectivement, de commission de sécurité ou de normes sanitaires. Donc, ça, c'est quand même un autre sujet qui est un petit peu indépendant et c'est sur l'autorisation même de l'essence même du projet, avant même d'envisager une classification. On se rend compte qu'il y a eu des projets. Il y a une marque qui s'appelle Yotel qui essaye de développer ce genre de sujet dans les aéroports, par exemple. À l'origine, ils voulaient faire la même chose dans les villes. Bon, en fait, très rapidement, c'est devenu Yotel aéroport d'un côté et Yotel City de l'autre. Et en fait, le Yotel City, bon, il ressemble quand même beaucoup à un hôtel standard avec une chambre standard et avec des choses qui sont assez classiques. Donc, je pense que c'est des cas de figure extrêmement particuliers. C'est le besoin de faire une pause de 5 heures. C'est le gars qui est vraiment à la recherche d'une économie extrêmement importante pour la nuit d'hôtel qu'il est capable de payer. Et donc, voilà, ce sont des cas particuliers pour moi, ces formes d'hôtellerie. Et il faut faire un petit peu attention à ne pas non plus généraliser sur une activité qui est globale, enfin une activité qui est nationale déjà dans un premier temps, globale de l'autre, et sur lequel l'immense partie de l'activité qui est générée est plutôt classique. Et en fait, Ali Reza, donc, qui est lui-même architecte d'intérieur, pensait plutôt aux auberges de jeunesse plutôt qu'aux capsules hôtels. Et il rebondissait sur ton idée, Adrien, d'hôtel beau avec une belle architecture mais très abordable. Ouais, pardon. Du coup, ouais, c'est beaucoup plus facile parce que, en fait, juste par rapport à ce dont on parlait avant, toutes les histoires des auberges jeunesse. Donc, les auberges jeunesse, comme on a vu, il y en a en France et ça arrive, il y en a de plus en plus et c'est très bien. Et oui, je pense qu'après, c'est juste une question de goût et tout ça. Et je ne vois pas exactement l'idée que tu as en tête, mais il n'y a pas de raison. Et de toute façon, voilà, au Japon, il y a des choses magnifiques. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les retravailler en France et tout ce qui est. Voilà, il n'y a aucune raison. Il faut juste se poser, voir le projet et puis voilà. En tout cas, si tu veux en parler, on peut en parler plus tard. Emmanuel, tu veux dire quelque chose? Non, mais je veux dire, il faut être quand même aussi hyper vigilant au ratio. On parle là de modèles un peu créatifs sur des gammes qui sont peut-être un peu basses. Il faut faire attention au couple chiffre d'affaires, rentabilité par rapport au coût de développement. On se rend compte que l'immobilier ou le foncier a beau… les transactions se sont un peu arrêtées en France ces derniers mois, donc on a peut-être un petit peu moins de références, mais on n'a pas le sentiment non plus qu'on va voir une compression des prix extrêmement importante. Il faut faire attention un peu au regard aussi investisseur, c'est-à-dire de réussir à cadrer les projets pour que les bidas, disons que le service de la dette puisse être assuré et qu'on puisse avoir un investissement qui soit pérenne. Donc, je suis toujours un petit peu vigilant sur la créativité et l'ambition lifestyle quand on descend assez bas en termes de gamme, sur du 1 ou du 2 étoiles, ce genre de choses. Tu devrais pas. Mais je fais confiance aux experts pour me légiférer. Moi, je suis plutôt très d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel. Il y a une espèce d'engouement très fort en France pour les auberges de jeunesse et c'est très bien. Mais comme c'est un modèle économique qui est assez, qui est assez fragile, où on surfe sur des marges faibles, ça ne peut pas être fait partout. Et je pense que dans les endroits où il y a une très très forte saisonnalité, ça peut être assez compliqué à développer. Peut-être, Jenny, il nous reste des questions ou pas? Non, c'est bon. Peut-être Adrien Pujol, un petit mot de la fin. Et puis, je repasserai la parole à Adrien Glowaken, et à moins que vous vouliez reprendre la synthétiser. Moi, le mot de la fin, ça sera qui est un peu le même mot qu'à l'ouverture. On n'était pas là pour faire une critique en soi du classement hôtelier. On en a besoin, ça fait partie du paysage et on est content de l'avoir. Je regardais moi dans la liste des questions, à un moment donné, il y avait la course aux étoiles, etc. Par rapport au chef. Je pense que c'est pas forcément, il faut pas le voir comme ça sur la course aux étoiles. C'est
un niveau, une notoriété, une visibilité qui va avec et un niveau d'exigence par rapport à des clientèles qui font attention, notamment la clientèle internationale pour ma part. Donc, le classement hôtelier a un avenir et sera sûrement modifié, mais nous en avons besoin. Donc moi, pour rebondir, oui, bien sûr, je pense qu'en fait, le classement hôtelier, depuis ce qu'on dit depuis le début, c'est la base et on en a besoin et c'est nécessaire. Le seul truc, c'est qu'en fait, maintenant, c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg et en fait, je pense qu'il faut vraiment bosser sur son produit et voilà, c'est ça qui est important et au final, c'est le produit, c'est le client et le classement hôtelier n'est qu'une toute petite partie. Donc, c'est plutôt le produit qui fait la différence. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut concevoir un hôtel à partir d'un marché et d'un foncier. Et dans l'immense majorité des cas, ça cochera les cases d'un classement et donc ce ne sera pas un sujet. Mais que parfois, il faut spécifiquement pouvoir s'autoriser à sortir d'un classement parce qu'on se sent capable d'apporter une réponse à un besoin hôtelier, quand bien même ça ne rentre pas dans les critères classiques. Parfait. Bon. Moi, je peux que reprendre les mots qui ont été prononcés juste avant et confirmer qu'effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est un élément constitutif pour nous d'une vision d'un hôtel. C'est évidemment pas nécessaire, c'est évidemment pas suffisant, mais c'est, disons, une porte d'entrée qui va favoriser la compréhension d'un actif. Et moi, pour terminer là-dessus, je vais reprendre une expression utilisée par l'un de vous qui a reposté sur LinkedIn et qui a dit « to be or not to be in the stars » à propos du sujet d'aujourd'hui, que j'ai trouvé tellement bien formulé. Donc, nos chères étoiles nous sont finalement un repère essentiel. Merci à vous tous, panélistes intervenants, d'avoir participé à cette table ronde et d'avoir apporté chacun votre expérience et votre point de vue. Je vous laisse en effet, comme Adrien l'a fait tout à l'heure, je vous invite à reprendre contact avec ceux qui ont envie d'en débattre avec vous plus amplement après. Je vous donne rendez-vous à tous, aux auditeurs, le 9 décembre prochain. Je confirmerai la date sur les réseaux sociaux pour le prochain talk. Donc nous sommes embarqués dans une aventure de talk pour garder le lien avec vous en attendant notre événement, pour apporter aussi et échanger avec des personnes intéressantes qui ont des points de vue différents et complémentaires. Donc voilà, encore merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt.